Vous rêvez de rentrer dans des unités spéciales. Alors, si vous êtes en lice pour rentrer chez Shaldag, Shesh Tesha, comme on dit en hébreu, ou pourquoi pas Shayetet Shoshesre, même Rovlim, et bien évidemment Matkal, eh bien, si vous êtes en lice, vous ne savez pas comment ça marche, restez avec nous. Nous avons deux professionnels qui vont tout nous expliquer, tous les deux au sein de Tzahal Connection. Raphaël Madar, qui a créé le fameux site en français, Tzahal Connection, avec toutes les professions, tout ce qu'on peut faire au sein de Tzahal. Bonjour Cathy. Salut, bienvenue. Et puis Alexandre Bensoussan. Bonjour Alexandre. Bonjour Cathy. Qui s'occupe au sein de Tzahal Connection des unités spéciales. Et là, forcément, cette semaine de sélection pour décrocher la timbale, ça vous connaît. Exactement. Alors, la semaine de sélection, le Yom Gibouche ou la Shavua Gibouche, je sais pas comment on dit ça. Shavua Gibouche, on dit ça. Shavua Gibouche, d'accord. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y en a 3, en gros. Exactement. Voilà. Alors, ça va être une émission technique. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de savoir comment ça marche. Donc, il y a Shesh Tesha, Shaldag et Matkal, c'est ensemble. Alors, il faut différencier les Gibouchim qu'on peut avoir à l'intérieur des Gdoudim, des bataillons, et les Gibouchim auxquels on peut avoir accès suite au Yom Sayerot, donc qui est une journée de sélection, une journée simple, et suite à laquelle on va avoir accès aux Gibouchim les plus prestigieux en quelque sorte de Tzahal. Ok, alors Yom Sayerot, il y a eu une émission que vous avez réalisée tous les deux, donc je vous renvoie à cette émission, vous pouvez la trouver sur YouTube, sur Facebook évidemment, pour pouvoir écouter celle-ci et bien comprendre. Ok, donc, suite au Yom Sayerot, les meilleurs en fait, du Yom Sayerot ont accès à 3 types de Gibouchim en fonction de leur placement. Le Gibouche Matkal et le Gibouche Shayetet pour accéder donc, aux unités, donc dans le Gibouche Matkal, Gibouche Ayechida de Matkal, Shaldag et Shesh Tesha. Alors en gros, juste pour ceux qui connaissent, mais pour tous les autres qui nous écoutent peut-être par curiosité, Gibouche Matkal, c'est un peu l'unité SAS en anglais, quoi. Exactement. C'est une unité très prestigieuse, légendaire de Tzahal. C'est l'unité de Jonathan Netanyahu. C'est l'unité rêvée de beaucoup de francophones, on va dire, et beaucoup d'Israéliens. Même de tout le monde. Voilà. Et qui dépend de la branche des renseignements, directement. Qui est directement relié à la branche des renseignements, puisque les ordres et les missions qu'ils vont faire, ils vont être directement reçus par, on va dire, le ministère de la Défense, Rosh Hamemshala, et directement, c'est la branche des renseignements qui s'occupe de transmettre les ordres de mission. Ok, Shaldag, c'est le commando de terre de l'armée de l'air. Exactement. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est aussi une extrêmement prestigieuse qui fait des choses très secrètes dont personne n'a vraiment idée. D'accord, et Shesh Tesha, 669. C'est commando de sauvetage, on peut expliquer ça. Ça a été créé en fait pour faire du sauvetage très loin derrière les lignes ennemies en fait, et du sauvetage des unités précédentes dont on vient de parler. Donc, d'accord, ok. Alors, comment on réussit ce guibouche ? Alors, tout d'abord, pour obtenir ce guibouche-là, donc comme on l'a dit, il faut au préalable avoir fait tous ces tests-là avant de passer au Yom Sayerot. Et pour réussir ce guibouche, il y a plusieurs types, il y a plusieurs conseils en fait qu'on peut donner. Tout d'abord, en fait, ce guibouche-là, pour le passer, il faut une certaine forme physique. Donc il faut s'entraîner entre le Yom Sayerot et le Gibouche, essayer de s'entraîner encore plus dur, puisque ce qui va nous être demandé lors du Gibouche, ça va être un mini Yom Sayerot matin et soir. Ok, donc ça c'est clair, donc physique. Voilà, c'est très physique, sauf qu'à la différence du Yom Sayerot, lors des journées en soi du Gibouche, puisque le Gibouche, donc, comme on l'explique sur le site, le Gibouche donc, dure 4 jours dans le cas du Gibouche Matkal et du Gibouche Shayetet Shoshesre, et dure... Ça c'est les commandos marins multitask. Exactement. C'est ceux qu'on va sortir de l'eau avec les mitraillettes. Exactement. Ok. Et dure 5 jours dans le cas du Gibouche Rovlim. Et lors de la journée... 6 ou 5 5 jours pour les Rovlim. Ils terminent, au lieu de terminer le mercredi soir comme les autres, Gibouche, Matkal, etc., ils vont terminer le jeudi soir. D'accord. Rovlim, c'est, on va dire, c'est ceux ils deviennent capitaines d'un bateau. Donc c'est l'équivalent, on va dire, des pilotes pour la marine. Pour la marine, très bien. Exactement.
Ok, donc le matin c'est physique, le soir c'est physique, et au milieu, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Et au milieu, en fait, ça va être des tests, ça va être des tests de groupe, ça va être des tests de réflexion personnelle, ça va être des exercices dans lesquels on va devoir s'exprimer, on va devoir montrer ses capacités de commandement. À tour de rôle, on va devoir prendre le commandement de notre groupe, puisqu'on est répartis en groupe, bien évidemment, lors du Gibush Matkal, comme lors du Yom Seirot. Donc se faire écouter, passer ses idées. Exactement. C'est ça qu'on juge. S'exprimer sur un sujet qui va être donné par les examinateurs. Ça va être aussi des petits exercices physiques, mais dans lesquels le but ne va pas être de vérifier des capacités physiques, mais des capacités de s'exprimer. Par exemple, creuser un trou, expliquer comment on l'a creusé, mettre au point une technique, savoir se camoufler, savoir monter sur une dune sans être vu, aller d'un point X à un point Y, voler quelque chose. Voilà, par exemple. Donc ça, ce sont le genre d'exercices auxquels on est confronté clairement, quoi. Je peux rajouter même que le but, le principe de tous les gibushim et de tous ces tests physiques, c'est pas forcément de regarder, de trouver le prochain Rumbo qui va savoir faire tous les exercices et être le premier. C'est surtout savoir quelqu'un qui a on va dire une condition physique qui est quand même il y a quand même une condition physique optimale à avoir, mais surtout avec une bonne tête. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit bien, quelqu'un qui aura les épaules pour devenir officier, parce qu'au final, ces gens-là vont signer pour minimum 4 ans et demi, voire 5 ans, et ils vont surtout être officiers. Quand on devient officier, on a plusieurs soldats sous nos ailes, et derrière, il faut savoir les gérer. Alors, c'est important quand même. Est-ce qu'on peut se préparer à ça? Comment on fait pour les réussir, ces tests? Alors, moi, j'ai passé le Gibush Matkal pour rentrer à Egoz, où j'étais, et il y a des types, en fait, que je donnerais. Donc, physiquement, je dirais de rester sur la même ligne de préparation que la préparation d'un Yom Seirot, c'est-à-dire s'entraîner régulièrement, une fois de plus. Au moins 3 fois par semaine? Exactement, au moins 3 fois par semaine. Une fois de plus, les gens qui seront tentés en fait de prendre ce parcours-là sont invités donc à nous contacter et on pourra les orienter véritablement sur quel type d'entraînement physique ils devront faire pour pouvoir réussir. Alors après, tout ce qui concerne la batterie de test et justement ces épreuves de commandement, de mise en situation, etc. Comment on fait? On peut se préparer? Ouais, alors moi déjà je conseillerais de faire une Mechina Zweit. Alors bien évidemment c'est 1 an. Mais ça aide parce que ça aide. Pourquoi? Parce que pendant la Mechina Zweit, on fait ce genre d'exercice? On fait pas ce genre d'exercice, mais pour un Français qui veut appartenir à ce milieu-là, il a besoin de s'exprimer dans un milieu israélien pendant 1 an, et pour donner des ordres à des Israéliens, pour avoir assez de confiance en soi sur le moment lors d'un Gibush Matkal pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut être familier à ce genre de situation. Donc déjà ça aide, et en plus de ça, dans les Mechinot Zwayot, la plupart des gens veulent aspirer à faire ce genre de choses. Donc être dans ce milieu-là, ça aide. Et ça aide à prendre confiance en soi et à s'exprimer. En plus de ça, il y a des petits conseils que je donnerais. Par exemple, lors du Gibush Matkal, on demande de s'exprimer à un moment sur 2 sujets. Ils nous disent de choisir 2 sujets, de les préparer pendant 5 minutes dans notre tête. Et après, ils nous disent de leur donner les 2 sujets qu'on a préparés. Et ils choisissent un sujet sur lequel on doit s'exprimer devant tout le groupe. Okay. Ça, c'est des choses qui sont connues. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé les 2 sujets. Je dis pas que les Israéliens sont des gens qui sont plus nonchalants, mais la plupart des Israéliens ne l'avaient pas fait. Moi, j'avais préparé mon truc hyper clair, je l'avais appris par cœur. De même pour les entretiens. Donc, le Gibush est divisé en 2 parties. Dans chaque partie, il y a un entretien. Et j'avais préparé mon entretien, je savais pertinemment ce que je voulais dire, non pas parce que je tenais à avoir une longueur d'avance sur les autres, mais j'avais peur de manquer quelque chose et de le regretter par la suite. En plus de ça, à un moment, il y a par exemple un exercice où il faut monter et démonter des armes. J'avais peut-être été un petit peu extrémiste, mais j'étais allé dans un magasin d'armes et j'avais monté et démonté les armes. Il en voulait. J'avais monté et démonté les armes en fait sur lesquelles il fallait s'entraîner pour le Gibush, donc c'était un galier. On peut rajouter que par rapport à ce point-là, c'est vrai que les préparations militaires, beaucoup d'entre elles, ils ont des accords avec certaines unités. Celle du Merkaz Massé, ils ont un accord avec Egos. Celle de Eli, ils ont pareil un accord directement, je crois, avec une unité combattante de Issour Kravi, si je ne me trompe pas. Et ils vont faire une partie des tironoutes ou pas, enfin une partie des entraînements pendant leur Mechina, pendant quelques jours là-bas. Et donc forcément, ils vont apprendre à tirer, ils vont voir toutes ces choses-là. Donc ça facilite grandement quand même. Ça facilite grandement, que ce soit au niveau des préparations aux étapes, où ils vont quand même avoir des sortes de simulations, mais surtout au fait que si on se concentre concrètement sur les francophones, la grosse difficulté des francophones, c'est le fait de s'exprimer.
les gens qu'on voit qui tombent à chaque fois de cette journée du Guibouche Matkal, c'est parce que l'hébreu n'est pas assez bon, l'hébreu il est pas assez élevé, ou alors on n'a pas assez confiance en nous pour s'exprimer comme il faut. C'est très compliqué. Est-ce que ça peut passer quand on a confiance en soi, on voit quelqu'un qui maîtrise, en tout cas qui n'a pas peur de s'exprimer devant un public, mais qui a un hébreu un peu moins bon, ça passe quand même ou pas? Ça peut passer? S'il est extrêmement confiant en lui et qu'il montre pas qu'il hésite, il faut comprendre que le principe, c'est de voir un officier. C'est-à-dire que les examinateurs, ils vont regarder, ils vont se dire, celui-là, dans 4 ans, il est officier et il me remplace. Il faut que cette personne-là, même si alors son niveau d'hébreu va s'améliorer avec le temps, c'est quelque chose où il faudra travailler dur et il va s'améliorer, mais il faut comprendre que ce qu'on recherche à ce moment-là, c'est vraiment des gens qui aient la possibilité, qui aient surtout le caractère pour maîtriser et diriger d'autres personnes. Moi, je pense qu'un Olé Hadash qui hésite en hébreu, mais qui montre qu'il a la volonté de commander et de donner des ordres et qu'il a de la confiance en soi, personne ne prêtera attention à son hébreu et tout le monde prêtera attention. Et au contraire, ça le servira. Ça le servira de montrer que malgré les erreurs, il veut participer, et même plus que les autres. Donc, au bout de 4 jours, disons au bout de 2 jours, à mi-parcours, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait matin et soir ces exercices physiques, qu'on a fait des batteries de tests pendant la journée avec des milumnikim, des anciens officiers, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au bout de 4 jours, au bout de 2 jours, c'est justement la pire étape, on peut dire. La pire étape, on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, les examinateurs demandent aux participants de plier, donc de ranger tout le guibouche, de faire leur valise, de plier les tentes, de rendre les équipements, de rendre les uniformes, puisque le guibouche est en uniforme. Est-ce qu'ils préviennent pourquoi on fait ça? Non. C'est connu. C'est connu. Tout le monde sait que dans le guibouche Matkal, dans le guibouche Shaetet, il y a donc 2 parties et qu'au milieu, donc il y a 2 guibouches dans le guibouche et qu'au milieu, tout le monde plie ses affaires et qu'il y a un premier résultat et que les gens qui ont été désignés pour participer à la deuxième partie restent et le reste partent. En gros, ils virent la moitié du groupe. Ils virent exactement la moitié, pile la moitié. Ouais. C'est comme ça. Donc vous êtes combien à la base? Vous restez combien? Alors on est 500. Comme dans le CID, on est 500 donc on est 500 au début et on reste 250. On reste 250. Ouais, ça doit être vachement dur comme moment. Parce que personne ne sait qui reste, qui part, parce qu'il y a des amitiés qui se sont nouées, j'imagine, parce que plein de choses, quoi. Puis chacun se met à la place de l'autre. Ouais, non, c'est vrai que c'est très difficile. Moi, j'avais la chance d'avoir mon meilleur ami qui était avec moi. Tous les deux, on a réussi à rester. Mais c'était dur, en fait. Voilà. Et puis, rester ne veut pas dire que vous allez rentrer dans ces fameuses unités. C'est pas encore terminé. Non, il faut se dire qu'il reste encore la moitié du guibouche. Il y a encore la moitié du chemin. Alors, une fois que ces 250 personnes sont parties, donc ils ont quitté, donc eux, ils peuvent redescendre dans d'autres unités ou pas? Ou ils sont à zéro, comme un soldat normal. Ça paraît très frustrant et très injuste, mais le fait d'être renvoyé à la moitié du guibouche n'assure rien. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait rien fait, on ne peut accéder à aucune unité. À aucune unité, ok. D'accord. Ils sont généralement envoyés dans des unités combattantes normales. Ouais. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent passer les tests pour les unités spéciales des unités combattantes. Ouais, ok. Exactement. Donc tout est à refaire, quoi. En tout cas, tout est à recommencer. Ouais. D'accord. Donc pour ceux qui restent, qu'est-ce qui se passe pour les 2 jours Alors, pour ceux qui restent, donc de nouveau, il faut en fait, ça va être un nouveau tour. Pareil, de nouveau, donc minimum Saïrot matin et soir. Physique matin et soir. Exactement. Et test la journée. Test la journée. D'accord. Et ça va se solder comme la première partie par un entretien individuel avec tous les examinateurs à la fin donc de ces deux jours. D'accord. Il y a aussi des gens qui sont éjectés, j'imagine. Alors, dans la deuxième partie, non, mais dans la première partie, les gens partent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on commence 500, mais il y en a 80 à peu près qui tombent le premier jour, qui s'en vont d'eux-mêmes. Donc ça, vous revenez en arrière. Donc 500, 80 qui partent d'eux-mêmes parce que c'est trop dur. Exactement. Et ensuite, la moitié du groupe qui est éliminée parce qu'ils n'ont pas le niveau ou physique ou mental. Ceux qui terminent, donc ils ont un entretien avec tout le monde, en fait, c'est ça ? Alors, ceux qui finissent ont donc chacun un entretien individuel avec ses 6 examinateurs. Et les gens qui sont nommés, qui sont désignés comme les plus aptes, ont un entretien avec le psychologue de l'unité vers laquelle ils ont été désignés comme étant les plus aptes. Bah alors, en général, pour les francophones, rendez-vous avec le psychologue, ça craint.
Sauf qu'à l'armée, c'est complètement le contraire. À ce moment-là, il faut se dire que quelqu'un qui reçoit le rendez-vous avec le psychologue, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il continue. C'est important de le dire parce que c'est vrai. C'est extrêmement important parce qu'on peut y aller vers le psychologue en se disant mais ça y Au est, secours, et je vais voir un psy, c'est la fin du monde, ils vont me détecter des problèmes que j'ai pas. Et c'est derrière, pas du tout pour ça. Et derrière, je sais pas ce qui va se passer, pas du tout. Là, le principe, il est de continuer les démarches. Donc après, les tests qui sont quand même assez extrêmement dur, ils vont voir un psychologue pour vérifier que malgré tout leur condition elle est idéale. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ça a lieu dans le guibouche, c'est-à-dire que tout le ça psychologue directement, c'est-à-dire que le mercredi soir on termine, chacun a son entretien personnel directement dans le guibouche, et à la suite, une fois que tout le monde a passé ses entretiens, on est orienté vers les tentes des psychologues. Bien évidemment, pas tout le monde n'a un psychologue, donc parmi les 200 qui ont réussi à finir le guibouche Matcal par exemple, il y a à peu près la moitié qui réussit à avoir un psychologue. Donc ceux qui réussissent à avoir le psychologue de Matcal, en général, ça veut dire qu'ils vont probablement rentrer dans cette unité prestigieuse. Probablement. Après, il y a le fait d'être à Matcal et le fait d'être en liste d'attente pour Matcal. Il y a des gens qui ont plusieurs psychologues. Il y en a qui vont voir le psychologue de Chaldag, Técha et Matcal. Il y en a qui sont aptes pour toutes. Et tel est-il que le mercredi soir, on va dormir donc de façon très sereine puisque tout est terminé, c'est merveilleux. Et le matin, on se lève, on plie tout le guibouche. Il y a des grandes tables avec de la nourriture, tout le monde est heureux, on fait connaissance, il y a une ambiance merveilleuse et on attend très longtemps. Moi je me rappelle que les résultats étaient arrivés seulement à 5h de l'après-midi, donc on avait attendu toute la journée sans rien faire et on est tous assis et ils appellent en fait les numéros qui vont aller à Matcal, les numéros qui sont en liste d'attente pour Matcal, les numéros à Chaldag, les numéros à Técha. Pour Técha, juste une petite précision. Les tests ne s'arrêtent pas là. Il y a ce qui s'appelle un Yom Bricha, puisque Técha, c'est une unité de sauvetage. Donc il faut des aptitudes aussi dans l'eau. Et il y a un jour, en fait, il y a un jour de test en piscine pour entrer à Técha. Et les gens, en fait, donc, on reste à peu près 200, on a dit. Il y a à peu près 100 personnes qui sont orientées vers Chaldag, Matcal, Técha, 120 personnes, à raison de 30 pour Matcal, 30 pour Chaldag, 50 pour Técha. Et le reste, en fait, reçoit un entretien pour Egoz, Maglan, Duvdevan. D'accord, c'est vrai, ce sont ils n'ont pas réussi à rentrer dans ces super unités prestigieuses. Ils n'auront que les unités prestigieuses, ce qui est déjà pas si mal. Il faut comprendre aussi cette période d'attente, parce que tu l'as précisé, que tu as attendu extrêmement longtemps. C'est l'angoisse, mais au final, c'est bien qu'il y ait cette période d'attente. Pourquoi ? Parce que les examinateurs, ils vont tous se poser entre eux. Tous les examinateurs de toutes les différentes équipes où il y avait les participants, ils vont tous se poser entre eux. Vraiment, et ils vont débattre pendant quasiment toute la journée. Ils vont débattre. Et c'est-à-dire qu'au final, on est sûr qu'au moins la décision qu'ils vont prendre, ça sera la bonne décision. Même si elle peut être dure des fois pour nous en se disant qu'on n'a pas été pris. Ouais. Derrière, ils vont prendre ce qui est juste pour leur unité. Alors, ceux qui vont, par exemple, chez Egoz, ils suivent un processus normal après d'enrôlement dans cette unité-là ? Ils le savent tout de suite, quoi, en fait. C'est qu'on sait directement qu'on est affecté. On a une date d'entretien, donc c'est pas direct. Par exemple, le guibouche, moi, avait lieu du 6 au 12 avril et l'entretien était le 28. Donc on a 2 semaines de battement. On a l'entretien et lors de l'entretien, c'est pas nous qui décidons ce qu'on veut. Il y a un examinateur pour chaque unité, un examinateur réserviste, un de Egoz, un de Maglan et un de Duvdevan. Et ils se répartissent en fait à tour de rôle. L'un dit moi je veux lui, l'autre je veux lui. C'est un peu, ils font un peu les courses, on va dire. En tout cas, on a bien compris comment ça fonctionnait. Voilà, c'est pas évident, mais c'est bien de savoir le détail des choses. Parce que c'est vrai qu'on a une façon d'appréhender ce qui nous attend beaucoup plus sereinement. Exactement. C'est pour ça, c'est tout le but de l'émission. Donc vraiment, si vous souhaitez rentrer dans une unité spéciale, regardez l'émission. Si vous la prenez en cours, recommencez depuis le début, vous allez avoir tout le détail. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez bien sûr contacter Raphaël Madar, Tzahal Connection, ou Alexandre Bensoussan, soit par Tzahal Connection, soit sur sa page Facebook. Voilà, et on espère qu'il y aura plein de francophones français, fraîchement arrivés, qui pourront en tout cas, ça commence bien pour ça commence bien pour cette année. Oui, il y a du monde. L'année, on a quelques jeunes qui ont validé le guibouche à Irkida. C'est nouveau.
C'est quand même nouveau. Il y en a plus qu'avant. Ça fait un an et demi qu'on s'en occupe vraiment dans ce sujet-là, et c'est vrai qu'on a quand même vu une évolution qui est conséquente par rapport aux Français qui se lancent là-dedans. Que ce soit par rapport à tous les différents Gibushim, Alexandre et moi, on essaie de les préparer vraiment de la meilleure des façons, que ce soit au niveau des informations et que ce soit de l'état d'esprit qu'il faut avoir et les entraînements qui devraient suivre. Et bon, on a des petits résultats. Après, derrière, ça n'empêche que c'est eux qui font le travail et c'est eux qui s'entraînent. Mais c'est sûr. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Donc, voilà, et merci à vous de les aider comme ça. À bientôt. Ciao. Merci. Merci.